Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'industrialisation et d'entrepreneurship avec M. Michel Lassonde. Quand tu m'as dit que tu recevais M. Lassonde, moi j'ai pensé un petit peu de vous parler d'industrie à Saint-Hyacinthe parce que son père est un industriel puis c'est des entrepreneurs. Donc on a comme 3 pôles industriels qui sont créés à Saint-Hyacinthe au fil du temps. Le premier, on se servait de l'eau, du pouvoir d'eau pour actionner de la machinerie. Donc on s'est installé sur le bord de la rivière. Plus tard est apparu le train, 1848. 1848. 1848. Donc, une vingtaine d'années après que le premier train rentre en gare à Saint-Hyacinthe, il y a un bassin d'industrie qui s'est installé là. Puis le troisième pôle, là, comme on le connaît actuellement, c'est autour de l'autoroute transcanadienne. Mais aujourd'hui, parce que c'est moins connu, je pense qu'on va se concentrer sur le premier pôle industriel. Et quand on parle d'industrie, on parle vraiment d'entreprises qui fabriquent quelque chose. Donc, les premières industries, c'est des moulins. Alors, quand Hyacinthe-Delorme est arrivé au Rapide Plus, c'est en quelle année déjà? En 1740. Non, lui, c'était en 1756. À peu près, oui, c'est ça. Daniel Giroir a travaillé là-dessus aussi. Il y a Daniel Giroir qui le personnifie. C'est ça. Donc, à partir de ça, il s'installe là pendant quelques années, mais il installe 3 moulins. Un moulin à céréales, un moulin à farine, qu'on appelle la farine, un moulin à carder la laine. Oui. Puis on a un moulin assis. Un moulin assis. Donc, on répond aux besoins qu'on a de se vêtir, d'avoir un toit sur la terre puis de se nourrir. Donc, c'est des besoins. Ces besoins-là vont suivre jusqu'à temps qu'on continue à s'installer sur la cascade. On va s'installer sur le site de la cascade parce que l'eau, les rapides sont plus impressionnantes. Donc, le pouvoir d'eau, c'est plus facile pour faire tourner des roues à eau qui vont actionner les mécanismes qui servent Et c'est de là que naîtra le village. Dans le fond, la seigneurie Masca va vraiment commencer là. C'est là qu'il y aura la première église en 1777, juste en haut du coteau. C'est ça. Donc, un pôle important pour Saint-Hyacinthe, les cascades, la cascade. On a la rue Cascade qui s'appelle comme ça. À partir de dans la décennie 1840, il y a une nouvelle forme d'industrie qui commence à s'installer sur les rives de la Yamaska, c'est des fonderies. Pourquoi des fonderies? Parce qu'en plus, pour assouvir nos besoins primaires qu'on a nommés tantôt, c'est que là, on a besoin de pièces d'acier. On fabrique des instruments oratoires. On fabrique des presses à foin, on fabrique des tuyaux. Plus tard, quand on va avoir besoin d'égouts, puis on a besoin de tuyaux de métal. Et on fabrique aussi des mécanismes de pouvoir d'eau en métal. On délaisse le bois. À l'époque, on gossait ces mécanismes-là en bois. Puis on commence le terme gosser. Gosser, oui, c'est vraiment ça, parce que c'était équarri à l'arrache et tout ça. Donc, on s'installe comme ça. Les fonderies deviennent importantes. Et en 1861, là, on va parler de 1861-1871. Pourquoi? Parce qu'il y a des recensements qui sont faits à travers le Canada. Donc, ça nous donne des bons indices sur ce qui se passe à Saint-Hyacinthe. Donc, en 1861, on a 3 fonderies à Saint-Hyacinthe, une tannerie, puis il y a la présence de nos fameux moulins. Ça, c'est l'ère pré-industrielle. Avec l'arrivée en 1865 de l'usine Louis Côté qui s'installe une usine de fabrication de chaussures et de bottines. Les gens l'appelaient Côté les bottines. Côté les bottines, mais ça, c'est vraiment le premier, c'est Louis Côté. Il s'installe au coin de Cascade et du Clos. Il deviendra maire de la ville. En 1871, il fait travailler près de 100 personnes dans son usine et sa production totale, c'est 75 000 paires de souliers et de bottines. On est en 1871, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment notre première grosse industrie à Saint-Hyacinthe par rapport aux fonderies ou aux moulins qui employaient 3 ou 4 personnes. Alors, en 1871, on retrouve 95 industries de petite envergure puis de moyenne envergure comme celle de Louis Côté. Sur un plan que j'ai retrouvé à la BANQ en 1878,
on voit le lit de la rivière et tout l'aménagement qui a été fait sur le bord de la Yamaska. Il y a d'autres barrages. Oui, c'est ça. On tourne autour du pont Barcelou. À gauche, c'est la compagnie manufacturière où va s'installer la Penman plus tard. Et à droite, on voit qu'au bout de la rue Hôtel-Dieu puis de la rue Saint-Joseph, il y a d'autres industries qui sont installées là. Sauf qu'on a aménagé des dames vraiment en amassant des pierres pour faire des espèces de couloirs. Et ces murs de pierre-là étaient retenus par des madriers pour amener l'eau vers le bord de la rive pour actionner... Pour actionner les turbines. Les roues. Les roues à eau. Pas des turbines, mais des roues. 1878, sur le plan, on voit qu'il y a vraiment 15 roues à eau qui sont installées à Saint-Hyacinthe. Les principales sont installées où ce qu'il y a le barrage qu'on connaît actuellement, où ce qu'il va y avoir la Penman. Et les autres, bien, comme je te disais, c'est au bout d'Hôtel-Dieu et Saint-Joseph. En 1880, pas 1880, mais la décennie 80 est marquée par vraiment, là c'est le boom industriel. Donc c'est là qu'on commence à installer des usines. La période textile s'intensifie. Pourquoi ça s'intensifie? Parce que la ville de Saint-Hyacinthe va donner des primes pour attirer des entreprises ici à Saint-Hyacinthe, puis ils vont donner des rabais de taxes. Fait que ce qui fait en sorte que ça attire pas mal d'industries ici. Donc, en 1887, on va parler de ça par exemple, on a 12 usines qui emploient près de 1500 personnes. 1500. Donc, le modèle de Louis Côté s'est reproduit. Puis ce qui est le plus important comme la production à cette époque-là, dans le fond, c'est qu'on travaille le cuir par la tannerie, puis on travaille le textile. Je peux mentionner Duclos Payan? Duclos Payan, en premier, il était pas où est-ce que tu as connu ça quand tu étais jeune, tu le voyais sur le bord de l'eau, mais il était vraiment plus près du pont Barcelou. Mais là, on s'est rendu compte que ça polluait beaucoup, fait qu'on a décidé de les faire installer plus loin. Puis il y a eu le feu de 1876 aussi qui a déplacé un peu tous ces gens-là. Tout ça pour dire que ça nous amène au deuxième pôle. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais dans le deuxième pôle, l'industrie de M. Raoul Lassonde était vraiment située près de la voie ferrée. Donc, c'est l'exemple type d'industrie à l'époque qui s'installe près de la voie ferrée pour être en mesure d'acheminer sa production plus facilement vers l'extérieur de Saint-Hyacinthe. Alors voilà en gros, mon cher André. Merci, mon cher Paul. On va se diriger vers la chapelle pour rencontrer M. Lassonde. Bien, tu le salueras de ma part. Ouais, ça me fait plaisir. Le nom Lassonde évoque beaucoup de choses à Saint-Hyacinthe que je pense au Centre des arts Juliette Lassonde. Vous, personnellement, bien, vous avez été avocat et je sais que vous avez été juge. C'est quelque chose de très prestigieux, mais c'est pas ça que je veux vous parler. C'est pas ça que je veux vous parler. Moi, je veux vous parler de ce qui fait la renommée des Lassonde à Saint-Hyacinthe, c'est l'entrepreneuriat qui remonte aussi loin que votre grand-père. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire de la famille au niveau entrepreneurial? Ça commence d'abord avec Philippe, qui est mon grand-père. Alors, Philippe est né à Sainte-Madeleine. Son père, Jean-Baptiste, est mort très jeune. Il est mort, il avait 4-5 ans. Et le jeune Philippe a été envoyé chez son oncle, qui était curé à Clarenceville. Et là, la bonne, vous savez, les curés à l'époque, ça a été longtemps ça, avaient une bonne qui s'occupait évidemment du ménage, de la maison, etc. Alors, elle était anglaise. Alors, Philippe a pu apprendre l'anglais et est devenu bilingue parfait, de telle sorte qu'il a décroché un emploi à la Montreal Tramway, qui évidemment était mené par des Anglais à l'époque, ça se comprend facilement. Et là, il a accumulé un peu d'argent avec cette position-là. Et à 22 ans, il faut quand même le faire, à 22 ans, il a ouvert une épicerie à Saint-Hyacinthe, sur la rue Cascade. Et je pense que si on regarde ça, là, c'est pas tous les jeunes de 22 ans qui ont ce goût-là, ce gabarit-là, si vous voulez. Ou cette audace. Cette audace-là, c'est ça. Au fond, les entrepreneurs, quand j'étais avocat d'affaires, je faisais juste un petit aparté. Je disais souvent aux gens qui se lançaient en affaires, bon, écoutez, allez donc passer une demi-heure là, à la cour de faillite pour écouter les histoires de rêves qui sont devenus des cauchemars.
Et parce qu'un entrepreneur, j'utilise souvent l'exemple là, qui est emprunté de la psychanalyse. Bon, c'est quelqu'un qui est maniaco-dépressif peut-être, mais il est toujours en phase maniaque. Il est toujours prêt à sortir quelque chose. Alors, Philippe a ouvert son épicerie et 4-5 ans après, il a reçu une offre d'une compagnie de biscuits qui se partait à Saint-Hyacinthe. Et lui et son frère Azari sont devenus actionnaires. Et comme Philippe était parfaitement bilingue, ils l'ont mis commis voyageur, c'était l'expression à l'époque. Alors, il s'est promené un peu partout dans la province pour vendre les biscuits de cette société de Saint-Hyacinthe. On parle de quelle année à peu près? Là, on parle de 1906, 1907 à peu près. Et ça s'est poursuivi jusqu'en 1911, 1912. Pendant ce temps-là, il y a eu 8 enfants, dont mon père. Qui s'appelait Raoul. Qui s'appelait Raoul, c'est exact. Et là, après ça, il a décidé de revenir à l'épicerie. Et lui et son frère Azari ont ouvert une épicerie en 1916-1917 qu'ils ont eu pendant 5 ou 6 ans. Et là, ils se sont séparés. Azari a parti sa propre épicerie. Et il l'a eu jusque dans les années 50. Et Azari, c'est un gars qui est un véritable entrepreneur et il s'est marié très tard. Son seul objectif, c'était de travailler. Et il a laissé à peu près 1,5 million en 1960, ce qui est quand même assez... C'est comme à peu près 50 millions aujourd'hui? Non, mais je dirais 7 millions, 7-8 millions, là, mais c'est quand même... un peu. Ouais, c'est ça. 10, mettons 10. C'est ça. Alors, mais c'est un gars qui travaillait... vous savez, souvent, on se fait l'idée que les millionnaires, bon, c'est des gens qui vivent une vie de luxe, le jet set, mais Azari, c'était pas ça. Il avait une petite maison, il est demeuré dedans, puis il a travaillé très fort toute sa vie. Et il en a eu un bon résultat. Alors, Philippe, les affaires de Philippe ont mal tourné dans les années, fin des années 20, début des années 30. Il y a eu la crise économique et il a dû fermer son épicerie. Et il est allé travailler pour son frère Azari. Maintenant, il y a un autre des frères d'Azari de Philippe, c'est ça, d'Azari, qui s'appelait Zéphir. Zéphir est un autre gros travaillant. Il a quitté le Canada, comme beaucoup de Québécois à l'époque. Hein. Il y a 1 million de Québécois. Ils sont allés en exode là, pour les tisserands, ce qu'on appelait l'exode des tisserands. Ils sont partis pour les États-Unis, Lowell, Manchester, Springfield, tout ça. Alors lui, il est parti pour Springfield et il a commencé dans la construction. Il a très, très bien réussi. Et quand la crise est arrivée, dans les années 30, il était ami avec un courtier et il lui a suggéré d'acheter des actions d'une compagnie d'assurance qui, à l'époque, se donnait parce que pendant la crise, c'était vraiment, vraiment dur. Alors, il en a acheté, il en a acheté, il en a acheté. Pour la crise, juste pour nos auditeurs, là, on parle de 1929 à 1935 à peu près. 35-36, exactement. C'est ça où la soupe populaire était vraiment populaire, c'est le cas de le dire. Alors, Azari en a acheté. Pour faire une histoire courte, lorsqu'il est décédé, il en avait pour 5-6 millions. Il est mort très riche et lui aussi vivait une vie là, bien tranquille dans sa petite maison. Et c'est juste le résultat du travail puis de la longue accumulation. Là, On serait où sur des cascades à peu près, là, quand on parle d'épicerie? Pas loin du marché? Non, pas loin de l'ancien poste de pompier. Là, dans OK. Où ce qui a eu par la suite le Steinberg. C'est ça, Steinberg, exactement. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on l'appelle, mais il y a OptoPlus. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. C'est ça, exactement, l'épicerie dans ce coin-là. Et là, on arrive à Raoul, mon père. Papa était un gars qui, il adorait travailler lui aussi. Il a commencé juste au moment de la crise. Il n'y avait pas pire temps pour commencer. Est-ce que Raoul a fait des études? Oui, Raoul, il est allé à l'Académie Giroir, que fréquentaient beaucoup de jeunes à l'époque. Et après ça, à l'école La Lime, qui était une école commerciale, qui était juste en haut de M.O. David, là où est le marché centre, à côté du marché centre. OK. Qui était l'école, disons, de commerce, on va appeler ça comme ça. Qui était
par la suite, on a eu l'école commerciale Lucier. Ce serait un petit Ouais, peu ça serait la un suite. dérivé. Ouais. Exactement, la suite de ça. Il y avait un besoin pour ça où il apprenait la comptabilité, il apprenait la finance. Alors, papa a étudié là. Il est devenu agent d'assurance. Son premier métier a été agent d'assurance. Et je pense qu'il n'aimait pas ça travailler trop le soir, ou en tout cas, il a fait ça pendant 4-5 ans. Il a vendu son bureau à un de mes oncles, son frère Adrien. Et là, il s'est lancé dans la tôle. Ça s'appelait Tôle Gaufret Idéal. Et il vendait de la tôle pour les couvertures. Et c'est ça qui l'a mené à inventer un clou fait spécialement pour la tôle. C'est un clou qui avait une rondelle de plomb, de telle sorte que quand vous écrasiez le clou sur la couverture, la rondelle de plomb s'écrasait, ça scellait complètement la couverture. Alors, il y a eu un brevet pour ça. Ce clou-là, évidemment, existe encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de meilleure invention, c'est ça. C'est très commode parce que ça empêche l'eau de pénétrer les couvertures de tôle. Alors, dans le milieu des années 30, là, il y avait toujours la tôle Gaufret Idéal. Il a appris qu'une manufacture de coutellerie était à vendre à Saint-Denis. Et ça lui a tombé dans l'œil. Il a vraiment aimé cette histoire-là. Là, il a acheté cette compagnie de coutellerie-là. Il s'est lancé dans la coutellerie. Et couteau, fourchette, là, c'est la coutellerie domestique. Et il s'est réveillé à un moment donné, durant la guerre, comme un des 3 importants manufacturiers de coutellerie au Canada. Au Canada. Au Canada, c'est ça. Et pendant la guerre, c'était facile parce que l'acier était limité. Hein, les approvisionnements d'acier étaient limités parce que ça servait aux canons, ça servait aux armes, ça servait aux chars d'assaut, etc. Donc, ceux qui en avaient une mine d'or dans les mains et papa avait ses allocations. Donc, il a pu faire une très bonne affaire durant la guerre. Après la guerre, les Japonais avaient des aciéries. Et ils ont commencé à exporter de la coutellerie au Canada. Et ce que papa disait, il me l'a dit plusieurs fois, il dit, écoute, c'est très simple. Il dit, mon coûtant d'acier était plus élevé que le produit fini japonais. Alors, il ne pouvait tout simplement pas compétitionner. Moi, à sa place, je serais devenu importateur, mais bon, lui a décidé de fighter, si vous me permettez l'expression. Alors, il a sorti de la coutellerie comme avec des manches de plastique, avec des manches de bois. Il importait du bois de rose d'Amérique du Sud, mais ça pouvait pas... ça n'a pas été... C'est-tu à une époque où on disait... c'était de dire « made in Japan », c'était péjoratif. Donc, c'était de plus basse qualité. Et c'était vrai aussi à l'époque. C'était vrai. C'était vrai à l'époque. Sauf que si vous avez, vous pouvez acheter une coutellerie japonaise pour 20 $, puis la coutellerie canadienne est à 50 $, vous n'achèterez pas la canadienne. C'est à peine perdu. Alors, il s'est battu, mais finalement, il a été obligé de fermer ça. Et la chance qu'il a eue, c'est que il a essayé le plastique, le couteau partiellement en plastique, la fourchette plasma, et ça n'a pas marché. Mais ça l'a introduit au plastique. Ça l'a introduit à l'industrie du plastique. Et là, il a aimé ça. Alors, il a décidé de se lancer lorsqu'il a fermé son usine de coutellerie. Il a décidé de se lancer dans le plastique. Et c'est l'époque où le plastique commençait au Québec, commençait au Canada. Et il s'est réveillé comme un important manufacturier de plastique avec les industries provinciales, là, les métiviers. Ils étaient dans Bellechasse, je crois, Saint-Damien-de-Bellechasse, quelque chose comme ça, c'est ça. Et à Saint-Hyacinthe, il y avait les frères Lénès qui se sont aussi lancés dans le plastique. Bruno et Benoît, je crois. Bruno et Benoît, vous avez une très bonne mémoire. Alors, Benoît avait Moderne Plastique et Bruno avait Blains Plastique. Donc, Saint-Hyacinthe s'est révélé comme un centre du plastique au Québec, parce qu'il y avait 3 importants manufacturiers. Et papa a eu cette industrie-là jusqu'en 1983, là, 1 an avant sa mort. Il l'a vendu à un ancien de ses gérants qui en a assumé la suite des choses. Puis on parle de fabrique de plastique par injection.
Oui, c'était... Parce qu'il y a aussi par extrusion, etc. Mais moi, je veux vous confier que jeune garçon, à 14 ans, j'allais à l'école secondaire Casavant, et je venais de Saint-Joseph, et je passais à pied le long du Patro, là, ce qui était le Patro, les frères de Saint-Vincent-de-Paul à l'époque, puis on passait, là, puis je passais juste à côté d'où était la fabrique de votre père. Et ça m'intriguait de voir les travailleurs qui étaient là. Et je m'en rappelle. Et la senteur, la chaleur qui sortait de là, c'était... Oui, ça dégageait, surtout l'été, là, c'était pas climatisé, hein, c'était dur pour les employés. Ça dégageait énormément de chaleur quand le plastique est injecté, parce qu'il est injecté évidemment très chaud dans les moules, puis là, il refroidit. Mais effectivement, c'était très chaud. Puis cette bâtisse-là était une ancienne fabrique d'orgue au début des années 1900. Papa l'a acheté en 1931 ou 32, je pense, pour mettre la tour Gaufret idéale, mais c'était une ancienne fabrique d'orgue à l'époque. OK. Ben ça, c'est le côté entrepreneurial. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez été juge, mais après, vous n'êtes pas tombé à la retraite. Là. Vous avez commencé à entreprendre des choses. Là. Non, ben c'est ça. Il y a mon frère Pierre et moi. Votre frère Pierre qui est renommé aussi. Là. On a un petit peu hérité de, c'est ça, là, disons, de la génétique entrepreneuriale, si vous voulez. Bon, Pierre, le succès de Pierre est bien connu, là. Pierre, c'est celui je pense, qui a subventionné le Musée de Québec. Oui, Pierre a donné 10 millions pour le musée à Québec. Alors, Pierre se dirigeait vers l'architecture. Et souvent, un échec va amener quelque chose qui est super bon. Il n'a pas réussi à entrer aux facultés d'architecture. Je pense qu'il a été un des derniers retranchés. Là, ça a été très serré. Et il y avait deux choix. Il y avait soit le génie. Alors, il a décidé de s'en aller en génie. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Et il est allé étudier aux États-Unis. Il est revenu et il s'est établi à Toronto. Et il a rencontré, durant son travail, un dénommé Seymour Schulich. Ils ont décidé de lancer une mine d'or, de lancer une société d'or. Mais quand vous avez dit qu'il a rencontré sa femme puis il est allé étudier aux États-Unis, on parle de quel endroit? Il est allé à Salt Lake City. Salt Lake City. Est-ce que ça a une influence sur la mine d'or par après ou il y a des connaissances là? Bien, c'est que Pierre a travaillé pour Bechtel. Il était l'importante compagnie de génie américaine qui travaillait, d'ailleurs, il y avait des contrats pour l'Hydro-Québec. Bechtel, longtemps, a eu des contrats. Et là, ils sont décidés de s'établir à Toronto parce que sa femme était spécialisée en génie nucléaire. Et il faut savoir que l'électricité en Ontario est produite très majoritairement par de l'énergie nucléaire. Alors, quelqu'un qui est spécialisé en génie nucléaire a juste une place à aller, c'est Hydro-Ontario. Alors, il est allé travailler là. Alors, Pierre, évidemment, s'est trouvé un job à Toronto et il est entré dans une boîte où il y avait ce type-là, c'est Seymour Schulich. Et là, ils ont décidé de partir cette mine d'or-là. Ils ont acheté une mine désaffectée en Californie. Et après 1 an et demi, ça fonctionnait pas vraiment. Et là, ils ont décidé de changer le modèle d'affaires. C'est que au lieu d'avoir une mine, ils auraient plutôt les droits. Quand un prospecteur découvre une mine, les prospecteurs ne sont pas des gens riches généralement. Hein? Ils travaillent très dur, toujours dans le bois. Est-ce qu'on peut se rappeler là, le Klondike là, puis les chercheurs? Ça ressemble un peu à ça. Hein? La vie de prospecteur est très dure. Ils couchent dans des tentes souvent. Bon, alors ici au Québec, ça se fait l'été parce que l'hiver, c'est beaucoup trop froid. Alors, c'est une vie qui est très dure. Et bon, quand ces gens-là découvrent une mine, et ça prend 500 millions, 1 milliard pour ouvrir une mine, ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs droits dans le gisement et ils gardent 2 %, ce qu'on appelle un net smelter return, 2 % de tous les produits qui vont provenir de la mine. Alors, c'est comme s'il y avait la main tendue à la porte de la mine. Chaque fois qu'il sort quelque chose, il en ramasse 2 %. Alors, Pierre et son partenaire ont décidé de se lancer là-dedans, d'acheter ces droits-là en se disant, bon, c'est facile à gérer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que la mine produise, puis on va en ramasser le produit. Et là, il leur restait 2 millions dans le compte de banque. Et Pierre... Une émission d'action qui a permis d'aller chercher 2 millions. Oui, c'est ça.
Et Pierre voit une annonce dans un journal de, je crois que c'est Denver. Il y avait un droit à vendre comme ça, un net smelter return. Et la personne demandait 2 millions. Ça arrivait juste. Mais Pierre s'est dit, on va essayer de négocier, pas pour dépenser tout le monde. Il ne restera plus rien. Ben, c'est ça, il ne restera plus rien. Mais finalement, il n'a pas été capable. Ils ont fait un deal à 2 millions. Et croyez-le ou pas, 8 ou 9 mois plus tard, ça valait 3/4 de milliard parce que la compagnie qui avait cette mine-là a fait une découverte énorme. Et c'est devenu, comme Pierre me disait, il dit, c'est comme si j'ai gagné à 6,49. Il dit, c'est devenu... c'est une mine en Californie, là. Non, c'était une mine au Nevada. Au Nevada. La mine s'appelait Gold Strike. C'est une mine qui appartenait à American Barrick. Et eux autres aussi sont devenus évidemment très riches parce qu'eux autres avaient 98%. Alors, Pierre a fondé la compagnie qui s'appelle Franco-Nevada parce que lui était francophone, puis c'était au Nevada, donc il ne s'est pas creusé la tête très longtemps pour trouver un nom. Alors, Franco-Nevada, ça allait bien. Alors, ça a été le début de sa fortune. Ils ont acheté d'autres droits. Et la compagnie qui valait 2 millions à l'époque en vaut aujourd'hui 20 milliards. Et c'est ce qui permet, puis je trouve ça très appréciable à Pierre et à votre famille de pouvoir aujourd'hui devenir des mécènes et des philanthropes dans les endroits choisis. Exactement. On a, c'est ça, l'esprit de partage, hein, au fond, c'est essentiel. C'est essentiel de partager parce que quand on a beaucoup reçu, ben il faut donner. Puis Pierre, bon, alors je pense que c'est connu et il ne gêne pas pour donner à Toronto, ici. Bon, alors, ça fait partie, disons, du tissu familial, là, de partager ce qu'on a reçu, puis de comprendre que... Mais nous, à Saint-Hyacinthe, la première preuve qu'on a eue, c'est avec le Centre des Arts, qui est devenu le Centre des Arts Juliette Lassonde. Le Centre des Arts est une réussite merveilleuse. C'est un des seuls centres d'art qui réussit à faire de l'argent dans la province de Québec. On parle souvent à des artistes qui nous disent que l'acoustique est fantastique, ils aiment beaucoup la population mascoutaine, donc ils le soutiennent. Alors, c'est parfait. On a aussi un fonds au GMF à Saint-Hyacinthe, à l'hôpital, qui est rendu à pas loin de 600 000 qui sert à donner des bourses pour garder ici des jeunes médecins. Donc, s'assurer que la population mascoutaine a un service médical de premier ordre. Alors, on est là pour supporter ça. J'en profite aussi pour souligner mon appréciation là, pour le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. C'est gentil. Non, je pense que c'est très important. Il faut que les gens comprennent que vous... non seulement vous protégez l'histoire, mais vous faites en sorte que l'histoire fasse partie de la vie de chacun. Et c'est essentiel aussi de conserver ces souvenirs-là. Mais je lisais en fin de semaine, mais je me souviens plus de quel auteur. Je voudrais le paraphraser. Il disait si celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre. Exactement c'est ça. Quand on parle d'argent, j'aime toujours citer cette phrase-là là, dans le bouquin de Honoré de Balzac, qui disait, bon, derrière chaque fortune se cache un crime. Il faut comprendre que c'est essentiel de ne pas en avoir trop. Et quand on le partage comme ça, ben les gens s'aperçoivent qu'il y a une notion humaine qui transcende tout ça. Et ça nous fait, c'est toujours un bonheur de venir à Saint-Hyacinthe, puis de faire en sorte qu'on puisse souligner nos souvenirs de Saint-Hyacinthe. Bien, je vous remercie de votre temps, puis de votre temps et de votre engagement envers la communauté mascoutaine. Je pense qu'on la population actuelle et même les générations futures vont pouvoir vous remercier pour une longue période. J'apprécie beaucoup votre invitation sur ce plateau, puis tout ce que je dis, c'est à la prochaine.